Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, elle a pris une décision qui est regardée par la planète entière, une décision qui frappe Google sur un secteur jamais jusqu'à présent sanctionné, pas celui du moteur de recherche, mais celui de la publicité en ligne. C'est la présidente de l'autorité de la concurrence française, Isabelle de Silva, bonjour. Bonjour. Merci de commenter sur ce plateau le lendemain de cette décision historique, 220 millions d'euros. Alors, il y a eu plus, il y a eu 1 milliard pour Apple, mais historique parce qu'effectivement, vous êtes attaqué à un secteur très technique de cette plateforme, enfin de ce moteur de recherche, qui est de mettre en relation les annonceurs et ceux qui proposent de l'espace publicitaire sous la forme d'enchères. Tout à fait, c'est la première fois que nous avons pu plonger dans un secteur de l'économie qui est très nouveau, qui s'est développé en quelques années, qui a pris très vite une part essentielle, puisqu'on passe de plus en plus de temps sur Internet, sur un smartphone, et tous les espaces publicitaires que lorsqu'on visite un site Internet ou qu'on utilise une application, ils sont vendus par des processus très nouveaux, fondés sur des algorithmes, des enchères. Donc, à un instant donné, pour un espace publicitaire, des annonceurs vont tenter d'obtenir cet espace publicitaire et mener des enchères. Donc, il y a des processus extrêmement complexes. C'était l'un des défis de cette enquête pour l'autorité de la concurrence, d'arriver à bien comprendre ces processus pour voir si Google jouait ou non de façon équitable de ces processus. Et Isabelle de Silva, vous vous êtes aperçu que Google, finalement, était présent sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire côté espace publicitaire disponible, côté annonceurs qui cherchent des espaces, et puis aussi au milieu, le mécanisme d'enchère et de mise en relation, et que du coup, vous êtes aperçu aussi qu'ils profitaient des meilleurs prix, qu'ils pouvaient baisser leurs prix en fonction de la concurrence, bref, qu'ils faussaient le marché. Alors Google n'a pas du tout cherché à se défendre ou à contester l'amende. Ils vont payer les 220 millions d'euros rubis sur l'ongle. Du coup, on se dit, ils s'en tirent pas finalement à bon compte. Alors, d'une part, il y avait des éléments propres à cette affaire qui sont la position dominante de Google sur les serveurs publicitaires. Donc, comme dans le search, Google est dominant sur ce marché. Il y a aussi une dimension particulière qui est cette intégration verticale de Google qui est présent à des maillons tout à fait essentiels de cette chaîne qui se met en place pour vendre des espaces publicitaires, puisque Google était à la fois un serveur publicitaire majeur, DFP, suite à une acquisition qu'il a fait de DoubleClick en 2008, mais aussi une plateforme dite SSP, celle qui participe aux enchères pour tenter de vendre les espaces publicitaires. Et comme vous le notez, il y a quelque chose d'un peu nouveau dans cette affaire qui ne s'est pas présenté dans d'autres affaires que nous avions pu traiter concernant Google, c'est que Google a décidé de demander une transaction. Ouais. Cela signifie que l'entreprise renonçait à toute contestation des faits et de la qualification juridique de l'infraction et qu'il n'y aura pas de recours et donc la décision deviendra définitive. Alors ça, c'est une procédure qui est intéressante pour l'entreprise puisqu'elle peut avoir une sanction légèrement diminuée. C'est aussi quelque chose que nous trouvons très positif pour notre action puisque ça veut dire que la décision va s'appliquer à tous et avoir une portée générale. Mais j'ai entendu quelques réflexions sur le thème, finalement, la sanction pour Google, c'est vraiment quelque chose d'absolument mineur. Quelques heures de profit. Voilà, ouais. Une petite piqûre. Alors, nous sommes toujours très vigilants dans les sanctions, à rappeler que le but n'est pas de mettre les sanctions les plus importantes possibles. Nous l'avons fait, vous l'avez indiqué avec Apple, l'effet de l'affaire justifiait une sanction de plus d'1 milliard d'euros. Mais à chaque fois, nous essayons d'avoir la sanction la plus proportionnée à la taille du marché. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour nous, ce qui est essentiel, c'est que la décision signifie que le comportement de Google était contraire au droit de la concurrence et que donc Google doit en changer, doit rétablir un jeu concurrentiel entre tous les acteurs du marché. Donc les autres plateformes SSP qui ont été pénalisées doivent pouvoir être en concurrence avec Google de façon équitable et aussi les éditeurs qui ont été lésés par ces pratiques et qui doivent pouvoir vendre leurs espaces publicitaires au meilleur prix. Elles vont pouvoir aussi d'ailleurs demander des dommages et intérêts directement à Google. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Google a dit qu'il allait changer, pas seulement en France, mais ailleurs, en Europe et dans le monde. Je voulais savoir, dans ce nouveau domaine du droit à la concurrence sur des plateformes qui révolutionnent la mise en relation et les règles économiques, comment ça se passe avec vos homologues étrangers? Est-ce que sur une affaire comme ça aussi importante, parce qu'elle change la donne, est-ce que vous êtes tout de suite en contact avec les autorités de la concurrence européennes, américaines? Comment se fait ensuite cette diffusion de cette jurisprudence dans le monde?
Je crois en effet que c'est un point très important puisque face à des plateformes mondiales, les régulateurs doivent également agir comme un réseau très articulé avec des transmissions d'informations, voire des actions communes qui se mettent en place. Et à l'autorité, nous avons vraiment œuvré depuis quelques années pour intensifier cette coopération, car il faut qu'elle soit plus resserrée que par le passé. Vous avez pu voir des cas concernant les GAFA un peu être ouverts partout par le monde par les autorités de concurrence. Il est important de savoir ce que font les autres autorités et aussi de savoir parfois quelle est l'autorité la mieux placée pour traiter un cas. Le cas que nous avons traité aujourd'hui aurait pu être traité par la Commission européenne qui en a d'autres à l'instruction. Et finalement, la Commission européenne a accepté que ce soit la France qui traite ce cas d'une certaine façon pour le reste de l'Europe, même si la décision elle-même concerne la France. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, des décisions nationales peuvent avoir un effet qui soit européen, voire mondial. C'est finalement un enjeu d'efficacité aussi, que chaque régulateur a sa place au niveau national comme nous le sommes, au niveau européen comme l'est la Commission avec laquelle nous échangeons au quotidien, mais aussi aux États-Unis. Chacun peut jouer son rôle. Et il est vrai que sur une affaire de ce type, nous échangeons très régulièrement par téléphone au niveau des équipes et aussi pour bien comprendre les différentes procédures qui sont à l'œuvre. Concernant Google ou Apple, il y en a aujourd'hui des dizaines et il est important de les connaître de près. C'est vraiment un rôle essentiel que vous jouez encore plus aujourd'hui qu'hier à l'autorité de la concurrence, parce que ces GAFA, ces géants mondiaux, on a du mal à les réguler, les États n'arrivent pas à les taxer, il y a cette fameuse taxe GAFA qui va peut-être devenir une taxe OCDE sur les multinationales, ça va prendre 2-3 ans. En attendant, ces GAFAM augmentent leur mainmise sur l'économie, changent les règles du jeu, et au fond, on a l'impression qu'il n'y a que les autorités de concurrence, comme la vôtre, qui aujourd'hui peut parfois signer la fin de partie. Ça a suscité des inquiétudes. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de discours sur le thème « les GAFA sont plus puissants que les États, on n'arrive pas à les réguler ». Moi, depuis plusieurs années, je tiens un discours plus rassurant. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, ça nécessite quand même des efforts et une stratégie particulière. La stratégie que nous avons menée à l'autorité de la concurrence, c'est de se dire, pour des sujets aussi complexes, il faut investir en amont dans la connaissance pour bien savoir comment fonctionnent ces pans nouveaux de l'économie comme la publicité en ligne. C'est pour ça que dès 2018, nous avions fait un rapport très général, très approfondi pour bien comprendre comment fonctionnait ce programmatique, cette publicité display qui est très nouvelle. Je pense que c'est ce qui nous a permis de résoudre rapidement cette affaire et c'est un point très important pour nous. Il ne suffit pas d'avoir une décision extrêmement savante et bien étayée. Si elle a pris trop d'années, nous aurons manqué notre cible. Donc, parce que dans l'intervalle, et là vous êtes allé très vite cette fois-ci, 1 an et demi dans l'intervalle, le risque effectivement c'est que ces acteurs dominants éliminent la concurrence. L'enjeu pour nous, c'est d'aller suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas une politique du fait accompli sur le marché avec des concurrents qui auraient été éliminés. On a vu que les pratiques avaient pesé sur les concurrents alors même qu'ils apportent beaucoup d'innovation dans le domaine de la publicité en ligne. Donc il faut à la fois essayer d'avoir des dossiers suffisamment bien construits, étayés. Lorsqu'il y a transaction, généralement, c'est la marque que le dossier était très convaincant, voire accablant. Ah oui, accablant mais aussi d'apporter notre pierre à cet enjeu de régulation qui est essentiel et le sujet que vous avez mentionné de l'équité fiscale est tout à fait important également. Cette régulation aussi, elle change, les règles changent pour des acteurs traditionnels. On va évidemment parler de cette fusion annoncée entre TF1 et M6. C'est vous qui allez dire si cette fusion est possible, quels sont les actifs qui doivent être cédés. L'argument des deux parties, c'est de dire mais le marché de la publicité a tellement changé, la concurrence des GAFA est telle que même si on a 70% du marché publicitaire français, la publicité traditionnelle, même si on a 70% du marché d'achat de programmes aux sociétés de production, nous ne sommes pas un acteur dominant. C'est un argument recevable, ça ? Alors nous allons le regarder de près puisqu'il est fortement mis en avant par les entreprises qui vont nous notifier l'opération. Alors le marché pertinent, c'est une notion qui semble un peu technique mais qui est vraiment essentielle aux autorités de concurrence puisque c'est à partir du marché pertinent que nous allons examiner les parts de marché et l'effet de l'opération. Donc le sujet très précis, c'est de savoir si le marché qui a toujours été défini comme celui de la publicité à la télévision gratuite, est-ce que ce marché doit être modifié pour intégrer peut-être toute la publicité en ligne ou peut-être certains segments de la publicité en ligne. Et pour savoir si c'est un mouvement qu'il faut faire, qui n'a pas encore été fait ni en France ni en Europe, nous allons notamment interroger de façon très approfondie les acteurs,
ceux qui font de la publicité, ceux qui achètent des espaces publicitaires pour voir si les choses Ceux sont qui comparables. vendent des programmes, des séries par exemple, ou des programmes de flux. L'un des autres sujets de cette fusion, ça sera aussi l'effet sur d'autres maillons de la chaîne, notamment l'acquisition des droits, les droits des programmes audiovisuels, les droits d'achat des films, les droits sportifs. Lorsque il y a rapprochement entre deux acteurs qui pèsent déjà lourd comme TF1 et M6, ça peut modifier les conditions de vente des produits, par exemple, ou des programmes par les producteurs. Donc ça, c'est un élément important. Il y aura aussi l'aspect distribution des programmes. On sait qu'aujourd'hui, les programmes de télévision gratuites peuvent être diffusés via des plateformes ou via différents modes, tels les box TFAI. Donc il faut examiner si cela peut créer un effet négatif pour la concurrence. Mais comme vous l'avez dit, ça sera un dossier très important qui va nous occuper pour les prochains mois de façon très intensive. Le calendrier, vous pensez rendre une décision à quelle échéance ? D'ici à l'été 2022. Avant l'été 2022, vous direz ce que vous pensez de cette fusion entre TF1 et M6. Merci beaucoup Isabelle De Silva, présidente de l'autorité de la concurrence, d'avoir expliqué cette décision historique. C'est pas galvaudé de dire ça. Tout à fait. Sur Google.